14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je m'intéresse à la sexologie depuis pas mal de temps et c'est en fait l'étude de la sexualité en quelque sorte. Et donc j'ai découvert ce qu'était la norme en matière de sexualité. D'ailleurs on parle de normes aussi en sociologie, en statistique, même on parle de normes morales. Alors, cela étant dit, quand je parle de normes sexuelles, j'ai remarqué que certains se sentaient mal à l'aise, sans doute parce qu'ils confondent la norme et être normal. Et c'est un sujet particulièrement délicat, donc il a fallu que je fasse appel à mon ami Philippe Breneau pour vous expliquer la différence entre norme et normal, parce que c'est assez tendu, j'ai envie de dire. Bref, en tout cas, ce qui est normal aujourd'hui, ça n'était pas forcément il y a 50 ans. Et je vais prendre comme exemple, par exemple, la sodomie. Durant longtemps, la sodomie a été considérée comme immorale. Et elle était même, à certaines époques, punie par la loi. Et alors, histoire de compliquer encore les choses, on a tous aussi notre propre vision de ce qu'est la norme. Par exemple, on sait que les personnes très croyantes, quelle que soit leur religion d'ailleurs, considèrent que l'infidélité, eh bien, ce n'est pas la norme. Bref, c'est très très complexe. Je suis pas sûre qu'on aura assez de 2 heures pour expliquer tout ça. En tout cas, rappelons juste que chacun devrait déjà s'interroger sur sa vision de la sexualité et puis respecter sa propre morale, sa propre vision et peut-être en parler au moins avec son partenaire. Si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour Brigitte. Sujet pas très politiquement correct. C'est un sujet qui va certainement parler à la plupart des auditrices, des auditeurs, et on compte sur vous pour nous appeler parce que c'est d'abord des notions qui paraissent très personnelles, parce que les définitions, elles sont un petit peu, je vais dire, elles sont formelles. La norme, c'est quelque chose au départ qui est un terme juridique. C'est la règle, le jugement. Alors dans les périodes, par exemple, surtout le 19e siècle qui a été une période de règles, de resserrage de la société sur des valeurs, effectivement tout était norme. Il y avait une norme, il y avait du normal. Ce qui n'était pas vrai des siècles précédents. Dans le 18e, on était plus souple. Dans le 17e, encore plus. Il y a eu des siècles moralement très stricts. Et dans notre 20e, ça va être très discuté. Alors, il y a toujours l'idée de la norme. Est-ce qu'il existe une norme en matière de sexualité ? On va le voir, ça dépendra de quoi, mais non, il n'y a pas de norme. Ça dépend des cultures, déjà. Je crois qu'il faut aussi, on va essayer de rester en France, mais il y a des cultures où, par exemple, les normes sont plus strictes encore que chez nous. Oui, mais alors, moi, pour tout vous dire, Philippe Breneau, c'est Willy Pasini qui m'a beaucoup expliqué tout ça, et je trouve que c'est vrai que c'est assez intéressant, et en même temps, je trouve que c'est assez complexe si on n'est pas réellement clair dans ce qu'est la sexologie. Je vais essayer d'être clair aussi. Mais ça, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je ne sais pas toujours. Si. Mais on pourrait dire, par exemple, tiens, au niveau de l'humanité, il y a certaines normes. Par exemple, la pudeur est quelque chose qui a été inventé par l'humanité dans l'espace animal. C'est-à-dire, nous, il y a 4 millions d'années, il n'y a pas de notion de pudeur, c'est-à-dire que on peut, par exemple, s'accoupler au vu et au su de tous. Dans l'humanité, je ne connais pas une seule société dans laquelle on fait l'amour devant tout le monde. Sauf, entre guillemets, dans des zones privées, des clubs... Oui, les libertins, bien sûr. Parce qu'il y a un consentement entre adultes, et de façon très récente, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Si on parle de normalité, moi, je trouve intéressant, et c'est pour ça que les témoignages qu'on va avoir vont nous permettre d'en discuter. Normalité, ça s'oppose à anormal. Eh bien, par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, regardez comment on a discrédité, comme dans
toutes les sociétés humaines qui étaient fondées surtout dans les grandes sociétés monothéistes, l'homosexualité est inacceptable tout simplement parce que elle casse la reproduction. Eh bien, l'homosexualité est donnée comme anormale. Et on a été obligé, moi j'ai le souvenir, pendant des dizaines d'années, de devoir dire l'homosexualité est une variante normale de l'orientation sexuelle humaine. C'est-à-dire qu'on était obligé de rappeler une sorte de normalité. Maintenant, c'est mieux entré dans les mœurs, c'est-à-dire que les gens comprennent que c'est une variation normale, c'est-à-dire que on peut être cisgenre, on peut être homo, bisexuel, ainsi de suite. Sachant qu'il y a quand même encore des pays dans le monde où l'homosexualité est punie de mort, comme le Yémen par exemple. Ce sont des pays dans lesquels il y a une norme et il va y avoir, très souvent elle va être, alors en général religieuse, mais religieuse, politique, quelquefois c'est un petit peu mêlé, les pays. Alors c'est ce qu'on a appelé les pays, si vous voulez, qui ont une morale restrictive, et les pays qui ont une morale beaucoup plus libre. Je crois qu'en France, on est un des pays dans lequel on a le plus d'acceptation morale, un seul interdit, c'est anormal, c'est l'intrusion de la sexualité des adultes dans celle des enfants. Il y a la zoophilie aussi qui est interdite en France. La zoophilie aussi qui est interdite en France. Je ne crois pas qu'elle l'est juridiquement encore aujourd'hui. Je crois. Je l'affirmerai pas, mais on va essayer de se renseigner. Il y a quelques trucs quand même. Par exemple, on n'a pas le droit de faire l'amour avec un cadavre, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a quand même quelques trucs qui sont. C'est-à-dire que ça va être considéré comme des déviations pathologiques. Oui, je crois que c'est même puni par la loi. Alors est-ce que c'est puni par la loi? Oui, c'est possible. Là, je suis désolé parce que juridiquement, je suis pas très calé sur ce genre de choses. Mais en même temps, mais on ne fait pas l'amour devant tout le monde. On ne fait pas l'amour avec un cadavre. On ne fait pas l'amour avec un animal. Et en tout cas, tout simplement parce qu'on n'en sait rien du consentement, moi je dirais. Ça dépend si tu remues la queue. À moins que ce soit... Non, je plaisante bien sûr. Bilatéral. Et c'est vrai que on sait aussi que suivant les gens, on est plus ou moins tolérant, plus ou moins ouvert, et il y a des personnes qui sont assez choquées de certaines pratiques. Je pense par exemple aux sadomasochistes. Oui, bien sûr. Ils choquent certaines personnes, alors que a priori... c'est entre adultes consentants, on n'a rien à dire. Oui, c'est ça à voir avec le consentement. Par contre, la normalité, il y a encore autre chose qui est sur le plan de l'intimité, puisqu'on parle ici de sexe, d'amour, d'intimité. Il y a des choses qui sont considérées comme normales, alors qui se rapprochent de la norme. C'est-à-dire que la majorité des gens étant dans telle ou telle orientation, par exemple, l'épilation est aujourd'hui considérée comme normale. Alors qu'elle a été même décriée. Il y a même des régions, moi j'ai le souvenir, quand il y avait le début de l'épilation en France, c'était quelque chose qui n'existait pas dans les pays du Nord, et notamment en Allemagne, dans lequel c'était pas normal qu'une personne soit complètement épilée. Or, en plus, nous savons qu'il y a quelque chose de normal dans l'échange des stimulations par les odeurs corporelles, et qu'en définitive, quelque chose qui était de l'ordre de l'artefact fait par l'humain est devenu une sorte de norme. On pourrait le dire la même chose maintenant de la nymphoplastie. C'est quand même très étonnant, parce qu'on a l'impression que pour des histoires de mode, c'est pas que ça va devenir la norme, parce que quand même, mais il y a énormément de nymphoplastie, c'est-à-dire un petit peu comme si il fallait avoir une sorte de sexe entre guillemets impeccable, c'est-à-dire s'être fait refaire le sexe, comme on se fait refaire par exemple les traits du visage. Eh bien, on va parler de tout ça. On parlera aussi de cette enquête dont vous voulez nous parler sur le libertinage féminin, Philippe Renaud. Mais pour l'instant, on fait une petite pause et on retrouve Florence dans un instant, justement, qui va nous parler de BDSM. C'est Valérie Expert. Je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors finalement c'est Meryl qui nous rejoint, Philippe Breneau, et on parle donc avec Meryl de la norme, de ce qui est normal, etc., etc. Et comment vous dites les choses, vous, Meryl ? Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Meryl. Enchantée. Alors, de mon point de vue, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est plus complexe qu'il y paraît, parce que par rapport à notre société, effectivement, je pense que l'atmosphère générale nous impacte à titre individuel. Donc, si on prend l'exemple de la norme, qu'elle soit sexuelle ou comportementale, sur les autres aspects de notre vie, je pense qu'elle nous influence quand même. C'est-à-dire qu'on s'en défende ou qu'on la suive. Non, mais vous avez absolument raison, et c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de courants différents qui sont certainement pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais Philippe Breneau, je le rappelle, est psychiatre, anthropologue, sexologue. Il a énormément étudié aussi bien la sexualité féminine que masculine, donc je crois qu'il est apte à en parler très clairement. On a l'habitude de dire aujourd'hui que qu'il n'y a pas de normes. Hein. En tout cas, en matière de... Par exemple, il y a des gens qui ne font jamais l'amour. C'est pas anormal. Et il y a des gens qui font toujours l'amour. C'est pas anormal. Après, ce que l'on va essayer de voir, c'est l'agrément. Est-ce que est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce qu'ils le vivent mal? Est-ce que, surtout, comme la sexualité se fait en général, pas uniquement seul, mais à plusieurs, et par exemple avec un ou une partenaire, est-ce que ça convient au partenaire? Et c'est là que ça peut devenir anormal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que l'intimité se doit de convenir au partenaire. Le consentement, tout un tas de choses qui peuvent s'échanger entre deux personnes. Et s'il y a de l'anormal, là, oui, c'est certainement dans les irrégularités de cet agrément, des choses qui peuvent être désagréables, qui peuvent être imposées. Là, ça, c'est anormal. Mais là où vous avez raison, Meryl, c'est sûr que ce qu'on entend, ce qu'on voit, influence notre vision de la sexualité et de notre sexualité. Par exemple, le libertinage aujourd'hui est une pratique qui commence à être assez dans la norme. Ça n'était certainement pas le cas au début du XXe siècle. Mais je pense que le rapport à l'expérience est très intéressant, parce que pour deux raisons. D'abord, à titre individuel, je pense que nos limites, nos normes, elles évoluent déjà au cours de notre vie par rapport à notre maturité, notre ouverture d'esprit, notre confiance en nous, face à l'inconnu notamment, face à comment on arrive c'est le mot malléable qui me vient, je ne sais pas comment tourner les choses. Et il y a aussi la norme de l'autre, comme vous disiez très bien Philippe, qui nous façonne, je pense, parce que dans la mesure où on est dans la relation duel, on est confronté à la différence de l'autre, ce qui est très intéressant, moi je trouve. Après, tout le monde ne peut pas intégrer la différence de l'autre et l'accepter dans sa propre vie. Et par rapport à la norme, c'est très parlant. Parce qu'en fait, forcément, l'autre n'a pas forcément les mêmes normes que nous, les mêmes pratiques usuelles. Et à partir du moment où on se connecte à l'autre, on peut quand même s'en imprégner, sans se perdre soi-même. Mais je pense que les limites, elles peuvent s'élargir, notamment dans les pratiques différentes, un peu décalées ou parfois même transgressives. Oui, la grande difficulté aussi, et puisqu'on parle de normes, c'est qu'il y a maintenant un vrai intérêt pour l'intimité. Et regardez le nombre d'études, non, mais plutôt de sondages qui se font dans les journaux, parce que tout simplement, pourquoi ça intéresse le sexe? Parce que c'est compliqué pour beaucoup de gens, parce qu'il y a des difficultés. Si par exemple tout le monde baisait de façon, et je prends un terme très libre, de façon radieuse, et que tout le monde était très heureux, je crois qu'on parlerait pas autant de la sexualité. Par contre, tous ces sondages vont amener des gens à penser qu'ils ne sont pas normaux. Personne va se dire je suis dans la normalité. Ils regardent ça banalement. Par contre, il y en a qui disent ah, tu te rends compte, on va dire à sa partenaire, en France on fait l'amour 2 fois et demi par semaine et nous on ne le fait qu'une fois.
C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de choses qui vont être vécues comme anormales. Et notamment dans par rapport aux autres, des justement. pratiques banales, oui, voilà. Par rapport à des sondages qui sont très fréquents, qui vont donner. On a en consultation pas mal de gens qui viennent en disant c'est pas normal. On ne fait d'abord, c'est pas normal par rapport au moment où on s'est rencontrés. On faisait l'amour tous les jours, mais c'est pas normal. Regardez ce qu'on vit. Et donc, on va définir la norme en fonction de choses qu'on peut. Alors, c'est ce qu'on appelle la construction sociale en fonction des images qu'on a de la société. Les sondages en font partie, les émissions de radio en font partie, mais c'est également tout ce que l'on va avoir vécu. C'est-à-dire que on va se positionner en disant, les patients viennent nous dire, là on vit un truc pas normal, c'est pour ça qu'on vient. On est ou l'un ou l'autre, ou tous les deux, on n'est pas satisfait, on n'est pas normaux. Et c'est compliqué parce que d'abord on va, premièrement le travail, c'est pas abscon de dire mais non, aucune inquiétude, il n'y a pas de normalité. C'est pas facile à faire comprendre. Non, mais en même temps, c'est le principe aussi des études, de sexologie, des enquêtes, c'est que aussi on essaye de trouver quelle est la norme à l'instant T dans un pays. C'est pas faux, mais et c'est pour ça qu'on a parfois ces chiffres. Oui, notamment, mais le désarroi. je pense à un autre chiffre qui va donner quelques complexes. C'est la taille du pénis, oui. par exemple. Bon, la norme, c'est entre 12 et 15 cm. Bon, et s'il y a un homme qui nous écoute et qui n'a que 10 cm, il va se dire, je suis pas normal. Alors que, voilà, une norme, c'est juste une moyenne générale d'une population, quoi. Alors c'est très vrai que les gynécologues avec les filles jeunes pour l'évolution de la poitrine, l'âge des premières règles, enfin la taille du pénis chez les jeunes garçons qui ont extrêmement peur. Moi, j'ai pas un pénis normal. Oui, c'est le syndrome du vestiaire, parce que dans le vestiaire, il y en a qui ont une telle confiance qu'il bande devant tout le monde, et celui qui est très timide, il a au contraire, son pénis n'est pas en érection, et j'ai vraiment un très petit pénis. Non, il faut se rassurer là-dessus, on a des moyens de se rassurer, mais il n'y a pas vraiment de normes. Tiens, je tiens à rassurer, parce que là, s'il y a des hommes qui écoutent, la taille du pénis en érection, entre l'état de repos et l'état d'érection est inversement proportionnel. C'est-à-dire que les petits pénis s'accroissent plus en érection que l'inverse. C'est-à-dire ceux qui sont grands vont proportionnellement prendre moins de taille. Ça, c'est un argument qui est très important pour désangoisser des hommes qui se pensent avec un petit pénis. Ils ont un pénis tout à fait normal en érection. Voilà. Bon, merci Meryl. Vous voulez ajouter quelque chose J'aimerais bien, oui, j'ai une question à poser à Philippe. Allez-y. Parce que je trouve que le grand paradoxe de notre société, enfin après c'est que mon point de vue, mais peut-être est-ce que je me trompe, mais notre société est quand même en plein, justement par rapport à la norme, on sent quand même qu'il y a une ouverture qui se fait, il y a des courants dans l'histoire, on sait, plus restrictifs ou d'autres plus libérateurs. J'ai quand même l'impression que par rapport notamment à l'orientation sexuelle, même s'il y a encore du travail, il y a un vrai vent de liberté qui s'ouvre, et c'est quelque chose de formidable. Et néanmoins, le paradoxe, c'est que j'ai observé dans les grands mouvements sociétaux, même historiquement on les retrouve, que au moment d'un grand changement comme ça, des grands bonds en avant qui peuvent s'opérer assez rapidement, parce que si on regarde 10 ans en arrière, les choses étaient quand même bien différentes. Il y a un espèce de repli, comme une régression, où justement la norme est comme pour contrecarrer ce bond en avant, la norme devient de plus en plus oppressante. Et c'est bien ce que vous dites, notamment par rapport à la taille du pénis, qui est un exemple concret, mais qui est très parlant, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes et qui ne devrait absolument pas se poser comme question, puisqu'on sait tous maintenant que c'est pas une question de taille. Oui, vous avez complètement raison. Et par exemple, par rapport à l'orientation et au genre, on a l'impression que beaucoup de jeunes sont un petit peu perdus dans le fait qu'on leur dit c'est
normal d'avoir d'autres orientations, d'essayer d'autres choses. Et certains sont un petit peu perdus là-dedans. Non, il y a une pression de ce qu'on a appelé les minorités sexuelles pour exister. De dire en définitive que tout le monde pourrait être homo, bi, trans. Je vais dire non, c'est pas tout est normal, mais suivant l'histoire de la personne, et il y a des proportions, des trans, il faut absolument les aider, et aujourd'hui ils sont plus tranquille, je pense, dans une société qui est mieux inclusive, mais le pourcentage des transsexuels ne va pas devenir 10, 20, 30%. Ce sont des gens qui, quelquefois, qui avaient du mal à trouver leur équilibre, mais la chose qui est importante, c'est se dire, parce que certains, il y a une vraie peur que cette espèce de ce qui est considéré comme normal devienne la norme, voilà. Et non, il y aura pas plus de transsexuels. Et d'ailleurs, c'est simplement leur permettre d'être mieux. Voilà, pour l'instant, les chiffres restent à peu près les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans. Merci beaucoup, en tout cas, Meryl. Je pense que c'est le moment aussi d'aller au pied de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et peut-être que ce sera vous qui gagnerez votre carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la française. Ou peut-être une carte cadeau chez Etam. Enfin bref, il y a beaucoup de cadeaux. Si vous appelez le 0826 300 300, eh bien c'est le 8e appel qui va gagner. Bonne chance à tous. Avec Philippe Breneau aujourd'hui, sexologue et anthropologue, nous évoquons l'idée de la norme et de la normalité. Quelle différence entre ces deux idées? Qu'est-ce que signifie l'idée de la norme dans une société? Venez en parler avec nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Philippe Breneau, je crois que je vais avoir un peu de mal à faire... Je peux pas faire le Love Conseil tout seul, mais on va essayer d'y arriver, Brigitte. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est parler justement de votre enquête sur le libertinage féminin. Oui. Exactement. Je vais me permettre de faire un petit appel à témoignage, appel à contribution. Je dirige les enseignements de sexologie à l'université et avec l'une de mes étudiantes qui est médecin, gynécologue, on fait une étude, et elle fait une très belle étude sur le libertinage féminin. C'est quelque chose d'abord dont on n'aurait pas parlé comme ça il y a une vingtaine d'années, parce que le libertinage au départ a été peut-être plus instillé par les hommes, mais aujourd'hui les femmes savent ce que c'est, les femmes le désirent, elles ont pu y participer. Cette enquête est très simple, elle vous permettrait... Alors, il y a beaucoup d'auditrices qui peuvent se sentir concernées tout simplement parce que elles ont pu pratiquer une fois le libertinage, elles aimeraient le pratiquer. C'est une enquête anonyme très simple, vous aurez 5 minutes peut-être pour y répondre, et le lien de cette enquête est sur le site de l'émission, sur le site de Sud Radio, l'émission de Brigitte Lahaie. Ça s'appelle donc le libertinage féminin, et merci par avance à toutes les femmes qui peuvent y contribuer. Je crois que ça nous aidera de mieux comprendre les attentes, les ressentis des femmes qui peuvent vivre ce libertinage. Et on peut aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Alors, on va pas faire le Love Conseil, parce qu'avec la voix qui me... C'était un Love Conseil. Le Love Conseil, c'est de répondre à cette enquête. Non, c'était intéressant, parce que je voulais parler de la fidélité. Est-ce qu'on est naturellement fidèle? Vous auriez pu le faire, ce Love Conseil, finalement. J'aurais pu... Mais c'est pas grave. On va prendre Florence qui est avec nous. Bonjour Florence. Voilà, on est fidèle à votre voix, Brigitte. Oui. Elle revient d'ailleurs. Oh, écoutez, on va faire avec. Bonjour Florence. Ça va. Bonjour Florence. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Alors, vous vous sentez pas tout à fait dans la norme, je crois. C'est bien ça? Florence. Florence, elle est comme moi, elle a plus de voix. Florence n'a plus de voix. on va la retrouver tout de suite, je pense. Alors, est-ce qu'on retrouve Florence? Non, pas vraiment. Alors écoutez, on va essayer de faire le Love Conseil. Est-ce que nous sommes naturellement fidèles?
Alors, il y a des théories qui expliquent le comportement humain et chacun peut y trouver son compte. Si on considère que le sexe, en fait, comme les animaux... Tenez, je vous laisse le faire. Allez. Merci, Brigitte. Alors, je vais essayer de faire ce love conseil. Il existe de nombreuses théories qui nous expliquent, et je vais peut-être faire un commentaire sur ce développement, qui nous expliquent que le comportement humain, et chacun peut y trouver son compte, si l'on ne considère que le sexe, en effet, nous sommes proches de l'animal, et donc pas tellement fidèles, parce que dans le monde animal d'où nous venons, la fidélité n'existe pas au sens humain du terme, puisque nous réagissons de manière pulsionnelle à tout stimuli qui vient d'une tierce personne, ou même d'une image qui vient d'ailleurs. La reproduction joue aussi un rôle dans notre désir. Beaucoup de choses sont en rapport avec nos hormones, et on sait bien que lorsque deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses l'une de l'autre, eh bien leur désir est à son paroxysme. Et elles sont généralement très fidèles, car totalement investies dans la relation. Alors c'est très vrai au début de la relation, parce qu'il y a ce paroxysme. Mais notre sexualité humaine n'est pas uniquement pulsionnelle, elle dépend aussi des sentiments et de la morale, c'est ce qui va s'installer progressivement. Donc, ceux qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles sans être liés affectivement, eh bien auront forcément tendance à être plus fidèles. Ah, c'est pas mal comme idée. Tous ceux qui sont très attachés à une morale prônant la fidélité. Notre culture, le modèle qui aura été le nôtre durant notre enfance auront leur influence. C'est évident qu'on ne fait que répéter les valeurs dans lesquelles on s'est construite. De plus, la notion de fidélité est aussi assez subjective. Pour certains, elle commence dès que nos pensées se dirigent vers une personne étrangère, alors que d'autres acceptent une aventure passagère. C'est vrai que c'est très personnel. L'infidélité ou la fidélité répondent aussi à des ressorts inconscients. Nous pouvons changer d'avis tout au long de notre existence, suivant les expériences vécues. Alors, c'est votre conclusion, Brigitte, mais je la dis, alors ne réagissons jamais à chaud face au désir d'être infidèle ou devant l'infidélité de notre partenaire. Ça, c'est très juste et c'est très, très vrai que devant un moment d'infidélité, ça se voit dans les couples, je le vois avec tous les couples qui consultent, essayons d'être apaisés. C'est une histoire qui s'est passée avec ce partenaire, ça pourrait s'être passé avec nous-mêmes. Nous n'avons pas à réagir de façon immédiate, parce que ça va donner des choses très compliquées dont on aura du mal à se défaire. Et d'ailleurs, j'entends parfois des gens qui regrettent de s'être séparés à cause d'une infidélité. C'est sûr que sur le moment, ça fait forcément mal, mais il faut peut-être prendre le temps de réfléchir. Il faut se poser en tout cas, vous pourrez faire l'émission, Philippe, c'est parfait. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bon, je viens juste d'écouter Philippe, c'est très vrai ce qu'il a dit, il fait pas grand chose à rajouter. Oh, c'est ce que pensait Brigitte. Non, ce que vous venez de dire, vous Philippe, c'est très vrai, je le pense vraiment. Moi, ma devise, c'est tout est possible et rien n'est obligatoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Qui définit la norme? Voilà, le plus grand nombre ou deux êtres consentants qui définissent leur norme, par exemple. Pour moi, la normalité, c'est souvent le plus grand nombre. C'est certainement pas les judéo-chrétiens qui déterminent la norme. Pour moi, ça peut l'être, mais non. Oui, bien sûr. Moi, dans notre relation, évidemment, nous sommes à la fois libertins et polyamoureux, donc forcément, nous avons des ouvertures un peu différentes de la norme. Et effectivement, un jeu infidèle peut ne pas amener à une rupture, tout au moins si on aime son conjoint, quoi. Parce que c'est deux choses différentes, l'amour et le jeu sexuel. C'est différent pour vous, ça l'est pas pour tout le monde. Oui, pour moi, voilà. Oui, alors, bien sûr. je ne parle que pour moi. Et ensuite, c'est pour ça que c'est difficile de donner une définition ou d'être sur un sujet comme la norme, parce que c'est quoi la norme? C'est le plus grand nombre. Oui, et puis c'est difficile si vous... Comment parlez-vous, par exemple, d'infidélité, puisque vous dites on est un couple polyamoureux?
Est-ce qu'il y a de la... Nous, on parle pas d'infidélité ni de tromperie. Ce sont des mots qui ne font pas partie de nos vocabulaire. Ben oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'on peut très bien avoir des tromperies intellectuelles, par exemple. Oui. Parce qu'on parle toujours de l'infidélité, de la tromperie sexuelle. Mais il peut y avoir aussi une tromperie intellectuelle, qui peut être aussi dévastatrice pour certaines. Et quelquefois, moi j'ai rencontré des tromperies affectives et non sexuelles qui étaient bien plus graves, qui ont amené des dissensions dans le couple beaucoup plus graves que ce qu'on va dire entre guillemets le coup d'un soir. Mais oui, dans ma relation avant la personne avec qui je suis là, ma partenaire m'autorisait, elle me le disait, tu peux avoir un coup d'un soir, mais par contre, tu ne revois pas la personne, tu ne vas pas au cinéma, et tu ne vas pas dîner avec elle au restaurant. Bien voilà. sûr. Mais c'était sa norme. Oui, parce que on sait très bien que c'est avec le temps qu'un attachement ou qu'un amour vraiment c'est pas une fois. Oui. Ma compagne dernièrement m'a avoué 3 relations différentes. Moi j'en avais eu aussi avant que je lui avais avoué. Ça n'a pas altéré notre relation. Hein. Nous sommes toujours dans l'amour et dans la bienveillance l'un de l'autre. Oui, ce que vous appelez... Alors après, il faut beaucoup d'expérience, hein. Il faut beaucoup de méditation, beaucoup prendre sur soi, être apaisé, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être apaisé aussi. C'est-à-dire, il faut avoir une maturité érotique pour vivre ce que vous vivez, ça c'est vrai. Mais comme vous le dites, ce que vous appelez des normes, ce sont des règles, des codes que vous avez entendus ensemble, et chaque couple peut entendre ce qu'il veut. Hein, par contre, peut entendre ce qu'il veut, il faut que les deux comprennent bien la même chose. Oui. Moi, j'ai entendu combien de fois dire « Oh, c'est pas bien grave, telle chose », mais sans s'en rendre compte, aucun des deux ne parlait de la même chose. C'est-à-dire que, comme vous le disiez à l'instant, telle chose qui paraît minime pour l'un peut paraître monstrueux pour l'autre. Voilà. Encore une fois, on revient à une chose que je dis souvent, c'est dans le couple, il faut énormément de communication avant de... Oui, mais faut-il encore écouter et entendre bien ce que l'autre dit. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais c'est évident. Non, attention, c'est pas si simple. Hein. Suivant l'éducation que l'on a eue, les expériences que l'on a eues, et puis l'intérêt que l'on met à ça aussi. Oui. Nous, on a un intérêt très fort. Pour nous, un couple fonctionne comme ça, mais c'est notre norme à nous, c'est pas la norme de tout le monde. Il y en a, ça va être l'argent, d'autres, ça va être, la réussite par rapport à un métier. Nous, c'est important pour nous, dans notre relation, d'avoir une belle relation humaine entre les deux personnes, qu'elles soient sexuelles ou intellectuelles. Donc, beaucoup de communication. Oui, parce que vous avez de la maturité. Moi, je crois que c'est ça. Oui, absolument. Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, merci. Et puis, nous avons notre gagnant. Bonjour, Taïeb. Oui, bonjour, Brigitte. Eh bien, vous étiez le 8e appel, et donc c'est vous qui avez gagné. Et on écoute tout de suite ce que vous avez gagné. C'est un baptême de saut en parachute avec le centre parachutisme chute extrême. Et là, c'est pas de s'envoyer en l'air, c'est de redescendre sur terre, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même pas mal. J'avoue que les mots sont appropriés. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, je pense que vous allez pouvoir faire cette chute libre en saut tandem. Hein. Évidemment, on va pas vous faire sauter tout seul. Hein. Alors, je sais pas qui sera votre tandem. Hein. Peut-être que ce sera une très jolie jeune femme, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est un cadeau tout à fait inoubliable, j'imagine. Ça doit quand même être assez sympa hein, comme expérience. Hein c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et ce sera donc au centre de parachutisme à Lézignan, Corbière, Castres, Revel ou Narbonne, suivant l'endroit évidemment où vous vous trouvez. Félicitations, Douka Taïeb. Et puis, le grand sapin de Noël, ça continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre, donc restez bien à l'écoute. Et puis, si vous voulez doubler vos chances, eh bien, vous allez sur les réseaux sociaux ou sur sudradio.fr. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu Philippe Renaud qui fait l'émission, hein, puisque ma voix est un petit peu... Eh oui, mais je pense qu'on est nombreux en ce moment à subir des petits rhumes, des petites angines, des petites bronchites, etc. Voilà. Mais ça a l'air d'aller, donc je continue. Philippe, vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue.
Et on continue avec Delphine qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Alors, votre expérience avec, quand même quoi qu'on en dise avec la voix, on s'en doute un peu déjà. Vous êtes trans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous êtes donc trans depuis combien de temps ? Alors du coup, trans depuis toujours, puisque j'ai toujours su que j'avais cette différence en moi. Oui, bien sûr. Après, j'ai fait mon coming out trans, j'avais 38 ans. C'était un peu ça ma question d'ailleurs. Voilà. Et du coup, j'en ai 43 aujourd'hui. D'accord, donc c'est très récent. C'est récent, ouais. 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 Et justement, vous trouvez que c'est plus facile aujourd'hui, je suppose ? Alors oui, c'est plus facile parce que la législation a quand même changé ça, c'est sûr. Au niveau de la transidentité. Oui. Dans le sens où, en fait, jusqu'en 2009, c'était considéré comme une maladie mentale. Et en fait, depuis, ils sont quand même revenus dessus. Et c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui pour faire des transitions. Est-ce que vous appréciez le fait justement qu'on ait changé ? Avant on parlait de transsexuel, aujourd'hui on parle de transidentité. Ça vous paraît important justement ce changement ? Oui, après je trouve que c'est plus doux, c'est moins agressif de dire transidentité. Surtout que je crois que c'est ça la vraie question. Il me semble que, autant on parle pas là de sexe biologique, on parle pas d'orientation sexuelle, on parle réellement de cette sensation que vous avez donc, Delphine, d'être d'identité féminine. Même certitude. C'est ça, tout à fait. Certitude. C'est ça. Après, c'est le ressenti au fond de nous, en fait, tout simplement. Bien sûr. On sent qu'on n'est juste pas dans le bon genre. Et justement, alors, a priori, encore une fois, vous êtes normal, on est bien d'accord, il n'y a plus de doute là-dessus, mais en même temps, on va considérer que c'est pas tout à fait la norme pour l'instant, puisque c'est une minorité. Est-ce que ça vous choque si je vous dis ça ? Non, ça me choque pas, puisque c'est vrai, au final, on reste encore une minorité. Il y a encore beaucoup de personnes. Pourquoi vous dites on reste encore ? Vous aimeriez que ce ne soit plus une minorité ? Non, pas du tout. Après, alors très honnêtement, moi, si on me posait la question aujourd'hui, je vous dirais que j'aurais préféré ne pas avoir cette dysphorie de genre et être né carrément dans le corps d'une fille ou être bien dans mon corps de garçon, quoi, tout simplement. Oui, parce que ça vous a fait beaucoup souffrir. Effectivement, voilà, ça fait quand même beaucoup souffrir. Donc oui, aujourd'hui on est une minorité, on peut le dire, et il y a encore beaucoup de personnes trans qui savent au fond d'elles qu'elles ne sont pas dans le bon corps, mais qui n'osent pas passer ce cap en fait de la transition et faire ce coming out. Mais Delphine, vous vous êtes sentie anormale auparavant ? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, mais après, alors j'ai envie de dire, j'ai joué à un jeu pendant 38 ans. Ouais. J'ai menti à beaucoup de monde, mais je me suis menti à moi aussi. Ouais. Donc j'ai joué, j'étais le stéréotype de l'homme, pas macho, mais assez viril, qui faisait des métiers virils entre guillemets, parce que je travaillais dans l'automobile. J'ai fait des sports de combat. Et au final, au fond de moi, j'espérais tous les soirs en me couchant que c'était juste un mauvais rêve et que j'allais me réveiller. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, je veux dire là, je le dis pas pour vous, Delphine, je le dis pour tout le monde. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on se construit dans le regard des autres. Quelle que soit notre identité de toute façon. Et il est évident que lorsque on a un physique d'homme alors qu'on se sent femme et que les autres vous regardent comme un homme, j'imagine bien la souffrance que ça peut représenter pour vous. Disons qu'on fait ce que la société attend de nous, en fait, tout simplement. Mais bien sûr. Et en plus de ça, je rajouterais, je suis donc né dans les années 80. Donc à l'époque tout était vraiment normé. Donc le rose c'était pour les filles, le bleu pour les garçons ça pleurait pas, ça jouait aux petites voitures, ça jouait pas avec des poupées,
Donc voilà, tout était vraiment très très normé, quoi. C'est vrai qu'on est quand même dans une époque très particulière et très nouvelle où au fond on peut être ce qu'on a envie d'être dans cette société actuelle qui est quand même assez ouverte, malgré tout. Il faut quand même le dire. Bien sûr. Alors avec quelque chose de compliqué pour la plupart des gens, parce que là, vous voyez, on parle, Brigitte et moi-même, on vous parle, Delphine, mais on a une idée parce que on connaît, on réfléchit depuis longtemps à la transidentité, par exemple. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est. Bien sûr. Et ça mettra assez longtemps. Pour beaucoup, bien sûr, ça paraît anormal. Ils ne comprennent pas. Je pense à simplement un mot qui a pu être prononcé tout à l'heure. On peut faire ce dont on a envie, oui. Je peux vivre telle situation avec la personne de mon choix, comme j'en ai envie. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est pas quelque chose dont vous avez envie. C'est même pas comme tout à l'heure, vous disiez, je me sens... Non, vous avez la certitude. Et c'est ça que les gens devraient essayer de comprendre, qui n'est pas facile du tout. C'est-à-dire que vous savez, depuis votre enfance, que vous êtes une femme, et c'est pas une espèce de... Enfin, vous savez, le mot est peut-être un peu fort. C'est une certitude. Qu'est-ce que vous direz ? Oui, non, mais le sentiment d'être une femme, mais peut-être pas le fait de savoir. Qu'est-ce que vous diriez, Delphine ? Alors, non, je suis plutôt d'accord avec Philippe. Effectivement, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. J'espérais à la puberté avoir une poitrine qui se développe, puisque du coup, moi, je me sentais fille en fait. D'accord. Vous étiez donc dans l'espoir, mais en même temps, vous saviez quand même que vous étiez né avec un sexe biologique masculin. Oui, oui, bien sûr. Mais évidemment, ça me rassure. Hein. Non, mais évidemment. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut arriver à expliquer aux gens ce qu'est réellement la transidentité. Mais bien sûr. C'est pas une folie. C'est pas un fantasme non plus. C'est pas une sorte de lubie, c'est pas quelque chose comme ça qui vient. Voilà. C'est que alors du coup moi dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes que je connais, c'est quelque chose de très réfléchi, de mûrement réfléchi. Une fois qu'on a passé le cap de ce coming out, c'est qu'on s'est senti prête et prêt à faire nos transitions et du coup à faire aussi des opérations, même si c'est pas obligatoire. Mais du coup, on se sentait prêt à passer ce cap-là. Mais voyez, Delphine, j'essaye de trouver un exemple qui parlerait à tout le monde. Et je vais prendre cet exemple qui me vient comme ça, mais c'est pour essayer qu'il y ait un peu plus de tolérance par rapport à justement à la question trans. Parfois, vous avez une femme qui se ressent grosse. Et on a beau lui dire qu'elle n'est pas grosse, elle se sent grosse. Je pense par exemple à quelqu'un qui est anorexique, et on aura beau lui dire mais attends, non, t'es pas grosse, elle se sent grosse. Et je crois que c'est un peu pareil dans... Est-ce que ça vous va cette comparaison, Delphine ? Alors, plus ou moins. D'accord. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Plus ou moins. Après, alors c'est vrai que dans notre tête, on a ce ressenti féminin. Donc je parle pour les femmes trans comme moi. Oui. Physiquement, effectivement, on a ce corps d'homme. Et c'est vrai que du coup, aux yeux de la société, on est un homme. On est un homme du coup, puisque de toute façon, après, malheureusement, on a tous les codes de la masculinité. Mais après, c'est vraiment dans notre tête. Quelqu'un qui, remarquez, ceci dit, quelqu'un d'anorexique, quand on lui dit que non, elle est pas grosse, elle, si elle se voit grosse, effectivement, oui. On pourra pas. Et vous voyez, je trouve que merci d'être d'accord avec ma comparaison, parce que ça montre bien que il n'y a pas à essayer de comprendre, c'est juste à accepter ce ressenti qui certes n'est pas une réalité
biologique, mais qui est un ressenti, et donc soyons tolérants, quoi, parce qu'après tout, qui ça dérange que vous soyez trans, enfin, je veux dire, ça n'oblige personne à faire comme vous. C'est ça. Oui, je pense que ça dérange les hommes et les femmes qui ont, pour la majorité des cas, qui ne comprennent pas que ça soit dissocié de l'apparence sexuelle, génitale. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre. Mais vous croyez pas, Philippe, que ça les dérange parce que ça réveille en eux des fantasmes, des zones d'ombre avec lesquelles ils sont pas très à l'aise. Si tout le monde était comme vous et moi à l'aise dans la question de la sexualité, je pense que ça ne dérangerait personne. Bien sûr, mais je pense que la plupart des gens déjà, lorsqu'on parle d'orientation, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre qu'on puisse avoir des différentes orientations vers des partenaires différents. Identité, c'est encore peut-être plus compliqué lorsque, en plus, l'anatomie semble s'y opposer. Hein, et ils se disent, mais c'est de l'invention. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une chose aussi, vous savez, la plupart des trans ont été sur la scène parce que c'était le seul moyen, quelquefois, de vivre la nuit, ce qui n'était pas le jour. Mais ça a donné aussi l'idée que c'était une mascarade. Or, ce n'est pas du tout une mascarade. C'est pas n'importe quel acteur peut jouer le rôle de changer de sexe. Mais il ne s'agit pas d'une mascarade. C'est une vraie souffrance. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous le disiez bien tout à l'heure, Delphine, le nombre de fois où vous avez cherché à être entre guillemets normal. Vous êtes même dit, peut-être que je vais redevenir normal. C'est la même chose chez tous les homosexuels. Quand on en parlait, ils disaient, j'espérais me fondre dans la population et devenir entre guillemets normal. La souffrance, c'est d'être anormal, de se sentir anormal. En tout cas, merci beaucoup, de cet échange, Delphine. Merci à vous. Eh bien, vous aussi, vous pouvez réagir si vous avez envie sur ce sujet. Et puis, je trouve que on avance, on parle de choses intéressantes. Et on va continuer bien sûr tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Philippe Breneau que nous posons cette question de la norme sexuelle, la norme morale, que sais-je encore. Et je rappelle que vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue, et vous aviez d'ailleurs écrit 2 livres formidables sur la sexualité des hommes, la sexualité des femmes, où vous notiez justement tout le nombre de femmes qui font telle pratique, etc. Oui, c'est très vrai que dans cette étude on montrait cela, mais ce que je trouve plus, c'est lorsqu'on regarde toutes les sociétés, on voit à ce moment-là que les normes varient. Et c'est ce que j'ai fait dans la bande dessinée. Les époques, les sociétés. On voit à ce moment-là varier c'est les critères qu'accepte la société. Nous sommes dans une société qui est relativement libérale, acceptante. Il y a des sociétés restrictives. Je crois, il faut aller peut-être. La France est un des pays les plus libres au niveau des mœurs. Je pense. Enfin, il y a 2-3 pays en Europe qui sont assez libres. Oui, tout à fait. Mais par exemple, les États-Unis, ils sont beaucoup moins aujourd'hui. Il y a même des pays où on interdit l'IVG. Oui, bien sûr. Sophie est avec nous maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Alors, allez-y, je vous en prie. Pour parler de normes, je pense que c'est un sujet assez épineux et assez complexe. Et je pense qu'il y a toujours eu des normes. Enfin, je pense pas, c'est une réalité. Il y a toujours eu des normes, il y a toujours eu des écarts par rapport aux normes. Si vous regardez par exemple les écrits du marquis de Sade, je pense que ça ne s'adressait pas à la majorité des gens à son époque. Pour autant, ça reflétait des fantasmes, des désirs qui étaient bien présents chez au moins un certain nombre de personnes. Et donc, je pense qu'il y a toujours eu cette dualité entre ce qui est socialement reconnu et ce qui ne l'est pas. Alors, quitte à faire hurler des gens, moi je pense que c'est important d'avoir des normes, entre guillemets, en place
ne fût-ce que parce que ça donne des orientations qui permettent de structurer l'éducation, les soins médicaux, savoir à qui on s'adresse, que la majorité de la population est de telle et telle façon. D'ailleurs, en médecine, il y a ce qu'on appelle la norme, hein, et après, on sait très bien que en tant qu'individu, ça signifie pas grand-chose. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que l'idée de la norme, c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas confondre la norme et la moralité, ou la morale. Ce sont deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce qu'on est dans la norme qu'on est quelqu'un de bien, ce n'est pas parce qu'on s'écarte de la norme qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Moi, je me souviens, il y a quelques mois de ça, ou quelques années, un auditeur qui avait appelé. Oui. Ce que je raconte là, c'est pas du tout un jugement, qui expliquait que un de ses fantasmes, c'était de porter des couches comme un bébé, de les salir et d'être corrigé par sa femme. Bon, après tout, pourquoi pas? Si lui s'y retrouve et sa femme s'y retrouve, il est très loin de la norme, mais pourquoi pas? Si ça fait leur bonheur. Disons que je crois que le problème, c'est quand on essaie parfois j'ai l'impression qu'on tente de faire de l'exception des généralités, et je pense que là, ça devient problématique. Par exemple, quand on parle de sexe assigné à la naissance, alors je ne sais pas si c'est un terme nouveau ou si c'est un terme qui a été, qui est utilisé depuis peu. Je trouve l'idée d'assigner un sexe un petit peu gênante. On est ou on n'est pas, et parfois il y a des doutes. Effectivement, je sais qu'il y a des personnes qui ont des organes sexuels qui sont peu ou pas développés, et là effectivement la question se peut se poser. Mais généralement, on est tout de même. Ou bien. Mais je crois que c'est 0, c'est vraiment totalement minime. Très minime. Mais de toute façon, ce terme est juridique et ancien. Le sexe est assigné par l'accoucheur ou la sage-femme ou une personne accréditée pour le faire, et dans 99,9%, il n'y a aucune ambiguïté sur les organes génitaux. Mais ça n'a rien à voir avec l'identité dont on parlait il y a un instant. Par contre, il y a effectivement 0, je sais pas combien, mais très très peu d'anomalies, de pseudo-hermaphrodisme, d'organes qui sont un petit peu ambigus, et cela effectivement les suivra. On essaiera de voir de quelle façon on peut les aider. Mais ce dont on parlait tout à l'heure, ce sont des sujets. Par exemple, l'auditrice qui a appelé, eh bien effectivement, elle a une conformité masculine, c'est pour ça qu'elle a eu un prénom masculin, mais par contre son vécu dès la toute petite enfance est un vécu féminin. C'est des choses que l'on connaît bien, et maintenant on permet d'accompagner ces personnes pour être mieux dans leur identité, et même au niveau législatif, puisque les papiers d'identité peuvent être donc homologués comme effectivement elle est une femme, parce que c'est ce vécu. Après, comme elle disait très bien, les transformations ne sont pas obligatoires, elles peuvent se faire ou non. Voilà, mais au moins les gens sont reconnus dans ce qu'ils vivent. Ce qui n'est pas facile à comprendre pour les autres. C'est pas facile. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et j'ai trouvé le témoignage de l'auditrice précédente très intéressant d'ailleurs, et je l'ai trouvé très crédible. Mais ce qui me gêne dans les questions de transidentité, c'est que je pense qu'on se précipite souvent sur un diagnostic. Je parle des enfants, je parle pas des personnes qui ont déjà un vécu et qui ont su traiter, du moins gérer leurs émotions et traiter l'information. Je parle des enfants qui n'ont pas, par définition, les moyens de comprendre ce qu'ils ressentent, et à qui... On a un petit souci avec Sophie, mais de toute façon c'était l'émission que j'ai faite il y a 15 jours, je crois, justement sur la question trans avec Ugraine. C'est vrai que quand on parle des enfants, il faut les laisser grandir. Oui, je crois qu'il faut être entre le fait parce qu'on avait eu un témoignage d'ailleurs assez formidable
d'une fille qui disait, enfin d'une femme qui témoignait et qui disait quand j'étais une fille, quand j'étais une petite fille, j'aurais préféré être un garçon. Et puis un jour, grâce à ma tante, je crois, je me suis rendu compte que finalement c'était quand même sympa d'être une petite fille. Et donc je me suis enfin sentie à l'aise. Et donc là, on voit bien que c'est pas une question on voit bien que trans. C'était pas un problème de transidentité. Voilà, et c'est toute la difficulté. Il y a des enfants qui peuvent être influencés par je ne sais quoi. Et donc il faut évidemment pas faire mais je crois que là... je crois qu'en France, on est assez oui, que ce soit les médecins, les psychologues, il y a des équipes qui les accompagnent bien, et on les accompagne au mieux, c'est pas facile, mais avec beaucoup de prudence. Chez les enfants. Sophie, soyez, on fait quand même très attention en France, mais il y a des lobbies qui sont là et qui essayent de pousser. Alors oui, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué aussi pour les ados ou les pré-ados qui entendent beaucoup de discours aujourd'hui. Ils peuvent être exactement comme la patiente dont vous parliez, avoir du désir de vivre l'expérience de l'autre sexe, mais un petit peu pas comme comme un fantasme, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt pour le vécu de l'autre sexe. Ça n'a rien à voir avec la certitude qu'ont ces petits-enfants, et je l'ai vu combien de fois, par rapport à des personnes comme l'auditrice de tout à l'heure. On les voit à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, c'est leur anniversaire, refusant qu'on leur mette une jupe si c'était le cas, c'est-à-dire à un moment où les enfants ne sont pas encore dans une situation simplement de désirer quelque chose, c'est plutôt une certitude qui les anime. Voilà, mais je crois que les équipes sont quand même très précautionneuses pour permettre le suivi de ces ados. En espère, moi j'ai vécu quelque chose de semblable avec ma fille, quelque chose de semblable. Ma fille a toujours refusé, étant petite, de mettre des jupes et des robes. Ça lui faisait horreur, mais à partir de peut-être, comme vous dites, 3-4 ans. Et la question ne se posait pas à l'époque. Et quand elle est devenue grande adolescente, elle est devenue très féminine, entre guillemets. Et c'est une femme tout à fait normale. Mais je pense que si à l'époque j'avais cru, ou quelqu'un dans son entourage, ou l'équipe pédagogique ou un médecin avait cru discerner un mal-être, elle aurait peut-être été accompagnée alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin. Et elle manifestait cette aversion. Mais oui, c'est pour ça que c'est oui, mais attention, parce qu'elle ne voulait pas porter de robe, c'est pas pour autant qu'elle se sentait garçon. Mais bien sûr. Exactement. Donc c'est là où, encore une fois, il faut bien entendre ce que dit l'enfant. Et c'est pour ça qu'actuellement, il faut être très prudent avec, moi je vais me permettre de dire, c'est pas très politiquement correct, avec beaucoup de prosélytisme de mouvements qui désireraient que beaucoup d'adolescents fassent des transitions. Les transitions, ça ne se décide pas. La personne qui parlait tout à l'heure le disait bien, il y a des certitudes, ça ne se décide pas. Voilà. Donc on essaie d'être très prudent. Et on l'est. Merci Sophie, beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup de ce témoignage. On fait une petite pause et vous pouvez réagir aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, sexologue et écrivain aussi. Je rappelle d'ailleurs aussi que vous avez écrit cette magnifique bande dessinée, l'histoire du sexe, dans lequel vous montrez bien, alors de manière très humoristique, mais vous montrez bien aussi l'évolution de la sexualité au fil du temps. Oui, pardon. C'est vrai. Oui, c'est une histoire incroyable, c'est l'incroyable histoire du sexe. Mais c'est vrai que la bande dessinée et ce qu'on appelle les livres graphiques permettent des messages pédagogiques. Un peu de fantaisie, oui, bien sûr. Oui, et notamment, par exemple, de montrer combien, à travers les cultures,
les normes ne sont pas les mêmes. C'est vrai que à travers cette lecture, ça peut permettre de relativiser pour bien comprendre ce qu'est l'intimité ou la sexualité. Et je précise que ça peut être un très beau cadeau de Noël. Ah oui, on peut offrir cette incroyable histoire du sexe. Tous les livreurs l'ont. C'est vrai. L'incroyable histoire du sexe. Aux éditions Les Arènes, c'est un superbe cadeau de Noël. Voilà, je donne l'info pour ceux qui sont en train de rechercher des cadeaux originaux et drôles et intelligents et sympathiques. Puis qui va avec des idées de liberté quand même. Absolument. C'est une autre Sophie que nous avons en ligne. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie. À votre invité Philippe Bruno. Voilà, oui, l'humour, la rigolade, oui justement le côté festif. Moi, je suis pas transsexuelle, hein. Je suis travesti. Et donc voilà, je suis hors norme bien sûr, parce que quand je débarque dans un club libertin, ceux qui me laissent rentrer, en tout cas, parce que bon, c'est pas partout le cas. Bon voilà, ça amène un peu de piment. J'aime rire, j'aime danser, j'aime faire l'amour aussi, bien sûr. Et donc voilà mon histoire. Je me suis découvert ça un peu sur le tard, vers la trentaine. Au départ, moi, je suis pas du tout, étant enfant, j'étais pas du tout attirée par le côté féminin. Là, comme j'ai entendu le témoignage, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Donc, j'étais vraiment un homme. Et puis là, arrivé à l'âge de la petite cinquantaine, arrivé à la trentaine, mais je me suis découvert une passion pour le déguisement, j'ai envie de dire, hein, parce que moi, je sais qui je suis. Je suis bi, hein, je suis pas gay. Et voilà, et je m'éclate bien, je m'amuse bien, et je rencontre des gens super que je n'aurais pas rencontrés. Donc vous vous sentez homme, mais vous aimez vous habiller comme si vous étiez une femme. Non, c'est pas que j'aime m'habiller. Je pense que le fait de faire ça me permet de changer de logiciel, de vie, et c'est une soupape, un moment, une parenthèse enchantée. D'accord, mais vous aimez quand vous vous travestissez, être avec un costume plutôt féminin. Oui, mais c'est pas une excitation, c'est pas quelque chose qui me, comment dire, vous voyez, c'est simplement aimer pour rentrer dans un moule et dans une autre mais alors, personne. Votre sexualité, elle se passe quand est-ce que vous avez envie de faire l'amour avec un homme? De consommer. Oui, si vous voulez, de consommer, oui. Oui, alors après, bon, il y a des sites, il y a des choses comme ça, effectivement, je reçois en tant que Sophie, hein, pour faire des petits massages. D'accord, mais vous consommez en travesti? Oui. Uniquement? Oui. Uniquement, maintenant. D'accord. Oui, d'accord. Je trouve ça très sympa, parce que ça fait fondre la glace. Et uniquement avec des hommes? Avec des couples aussi. D'accord. Les femmes seules, ça n'existe pas trop, en fait. Hein. C'est un peu... Non, ça m'aurait étonné. Vous connaissez. Donc voilà, c'est plutôt des hommes, c'est très sympa. C'est ponctuel, c'est pas industriel, c'est plutôt artisanal. Et c'est intéressant parce que le témoignage de Sophie, on est encore sur tout à fait autre chose. Mais oui, et je crois que c'est intéressant aussi pour toutes les auditrices, les auditeurs, de comprendre, vous voyez, que sous ce terme, il y a les termes de transidentité, et d'ailleurs vous ne vous êtes pas dit que vous êtes trans, vous avez dit absolument je suis travesti. Oui, mais ça n'a rien à voir. Je suis un homme travesti. Ça n'a rien à voir. Et pendant très longtemps, malheureusement, ceux qui avaient une transidentité étaient obligés de se paraître travestis pour vivre leur identité, et c'est souvent, ça a été, comment dire, caricaturé. C'est ça le problème, parce que il y a une vraie démarche de ce que vous faites, dans lequel il y a un vrai plaisir chez le travesti, hein, par exemple, vous le faites. Est-ce qu'il y a une alternance, ce qui est souvent le cas, jour et nuit? Par exemple, vous êtes le jour homme et vous êtes la nuit femme? Oui, c'est ça. En gros, oui. Enfin, je peux recevoir le jour chez moi en Sophie. Hein. Oui. Mais par contre, ce que je voulais juste ajouter, c'est que, entre guillemets, quand on dit travesti sur un site, c'est beaucoup moins, entre guillemets, vendeur. Les gens cherchent plutôt des transsexuels. Voilà. Donc, moi, je suis honnête, je le dis. Moi, oui, j'ai une voix pourtant très féminine. C'est vrai. Mais j'annonce la couleur. Je ne veux pas tromper sur la marchandise. Alors, je ressemble à une femme. Cela dit, Sophie, soyons clairs, hein, il y a beaucoup d'hommes qui sont très excités par les travestis parce que justement, a priori, ils font l'amour avec une femme.
mais qui a quand même un sexe d'homme. Hein. Bah oui. Bien sûr, oui, j'oublie pas. Hein. Oui. Mais ça permet d'accepter leur bisexualité, pour certains surtout. Parce que le fait d'être un peu entre les deux, ça les déculpabilise, je pense. J'ai analysé ça comme ça, et il y a le côté, c'est un peu comme Canada Dry, hein. C'est de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. On est encore dans des choses compliquées, parce que pour beaucoup d'hommes, il y a aussi leur homosexualité refoulée, qu'ils vivent de façon plus tranquille, de cette façon-là. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, vous dites avec des mots différents, mais vous dites la même chose tous les deux, bien sûr. Tout à fait. Et c'est sympa, c'est des bons moments. Moi, je passe des bons moments, tout en sachant qui je suis. Je suis un homme, hein, voilà, à la base. Et voilà, donc avec des couples, c'est très rigolo. Voilà. Et justement, avec les couples, alors, est-ce que vous touchez la femme ou est-ce que... bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui faites alors? Mais tout ce qu'un homme peut faire, en fait. Hein. C'est-à-dire, vous pénétrez la femme? Oui, bien sûr. Et ça, les préliminaires. D'accord. Lui faire, et ça excite, j'imagine, le mari, donc? Oui. Ça m'excite aussi, par contre. Oui, mais j'entends bien. Bien sûr, j'y retrouve mon compte aussi, hein, attention. C'est très excitant de voir une femme se faire pénétrer. Il y a beaucoup de couples que ça intéresse, justement? Très peu. Ouais, ça m'étonne pas. Enfin, je vais pas sur des sites, je passe pas ma vie sur des sites non plus. Non, mais je prospecte pas, mais c'est rare, oui, c'est plutôt rare. Mais quand ça se passe, c'est très sympa, c'est des gens très ouverts souvent, qui sont à l'aise avec leur sexualité, puisque l'homme se fait des fois pénétrer devant sa femme aussi, et puis il y a plein de combinaisons possibles, c'est à la carte. Mais la majorité, c'est plutôt des hommes. Seul. Oui, bien sûr. Oui. Et oui, parce qu'avec le couple, c'est quand même très particulier. C'est une sorte de triolisme qui est presque une relation à 4. Si on peut dire. Oui, c'est ça. Oui, je compte double, comme au Scrabble. C'est ça. Vous avez tout compris. C'est très bien comme vous en parlez. Et moi, je crois que c'est formidablement important. Vous voyez, on parlait de normes. Aujourd'hui, on parle de normes. Que vous en parliez de façon aussi libre et que les gens puissent entendre. La différence entre la transidentité, tout à l'heure, lorsque Delphine nous parlait, et puis avec vous, Sophie, non, vous êtes un homme travesti, très épanoui dans quelque chose qui, au fil de la vie, est devenu quelque chose d'encore plus épanouissant. Moi, je crois que c'est vraiment intéressant de voir, de comprendre que la question trans est bien plus complexe que simplement le fait de dire tiens, et d'ailleurs c'est la dernière injure, vous êtes transphobe, c'est-à-dire que vous n'aimez pas tout ce qui est, et puis maintenant ça contient tout, l'homophobie est compris dans transphobie, c'est plus minoritaire, c'est ce qui est plus minoritaire qui est toujours fédérateur, c'est un petit peu ça. Oui. Eh ben merci Sophie, en tout cas, merci de ce témoignage. On continue avec peut-être le sexo conseil, ça va dépendre de ma voix, et puis bien sûr vous sur Sud Radio. Avec Fleur Chérie, demain nous évoquerons les mots du sexe. Quelles sont les nouvelles expressions relatives au sexe? Quels sont les mots que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas? Venez participer à l'émission et appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Philippe Bruno, je vais parler de la réconciliation sur l'oreiller. En fait, ça marche surtout au début parce que le désir et l'attraction sont plus forts que l'attachement. Mais alors ça marche pas pour tout le monde évidemment. Hein. Et je trouve que c'est souvent les amants qui se réconcilient sur l'oreiller, hein, parce qu'ils ne forment pas réellement un couple. Ils sont dans une sexualité de rapport de force, comme si l'excitation pouvait provenir de l'agressivité ou de la peur de perdre l'autre. Et on le voit dans des couples d'amants qui parfois se réconcilient sur l'oreiller, etc. En fait, on s'offre à son partenaire pour se faire pardonner d'avoir, osé, lui avoir résisté, s'être imposé, bref. Et puis donc, on va jouir et on se retrouve en paix. Alors, on voit bien que tous les enjeux de cette réconciliation sur l'oreiller, à laquelle, en fait, moi, je crois pas beaucoup en profondeur, hein, ça marche pour des couples très, très sexués, en quelque sorte. Oui.
Alors que dans les couples, on va dire, traditionnels, je conseillerais plutôt une bonne communication, une capacité à se dire pardon, à arriver à vraiment faire le point. Et puis ensuite, oui, faire l'amour avec intensité, ça va être possible. Mais je crois, et je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, la réconciliation sur l'oreiller. Je me demande si c'est pas ce que ça veut dire plutôt, c'est qu'en fait la sexualité, ça sert à effacer tous les petits tracas du quotidien. On se retrouve charnellement et du coup on oublie qu'il a pas fermé le tube de dentifrice, on oublie qu'elle a un peu raté la mayonnaise alors que même notre mère elle l'a réussissé, et que finalement c'est de faire l'amour qui permet d'effacer les petits tracas du quotidien. C'est peut-être ça le sens de cette phrase. Ça me paraît une bonne interprétation du terme, parce que tout le monde connaît le terme réconciliation sur l'oreiller. Qui est-ce qui l'a vécu ? Parce que réconciliation, ça veut dire, d'abord, vous l'avez bien dit, qu'on est en capacité de s'exciter mutuellement, d'arriver à une sexualité épanouissante. Mais s'il y a réconciliation, c'est qu'il y avait éloignement. Et quand on s'éloigne, très souvent, et peut-être plus du côté féminin, parce que c'est pas de l'ordre de la volonté. Il y a eu quelque chose qui a été blessant. Je peux pas me rapprocher. Mais au sens de la plupart des femmes, c'est plutôt, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est pas possible avec ce qui s'est passé. Donc la réconciliation sur l'oreiller, elle est possible si c'est vraiment deux amants. Ce sont des gens que nous ne voyons pas, nous, en consultation. Et très souvent, on propose dans les consultations cette idée-là. La plupart du temps, les gens ont leur sexualité qui est un peu abîmée, ou alors les distensions, l'éloignement est un peu fort. Mais je conseille à ceux qui le font de continuer à s'entraîner, parce que ça aide beaucoup. En tout cas, la sexualité a ce rôle-là d'apaiser les tensions. Et puis le terme est joli, je trouve, réconciliation sur l'oreiller. Oui, c'est très beau. On a Raimundo qui, je crois, veut réagir à votre love conseil, Philippe Bruno. Bonjour. 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 Vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, très bien. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Je voulais revenir sur le sujet de la fidélité, comme norme ou non norme. Et je voulais savoir si en tant que psy, vous avez une sorte de statistique où les hommes seraient plus infidèles que les femmes, ou pas ? Alors ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Alors, lorsqu'il y a eu une montée de la liberté sexuelle féminine dans les années 90, début 2000, on a dit, mais ça a toujours été sous-estimé, les femmes sont aussi infidèles. Alors c'était, par exemple, notamment une enquête qui avait été pilotée par Gliden. Mais oui, bien sûr, ils cherchaient à développer de la clientèle. Franchement, il n'y a pas de statistiques vraies. Oui, mais la dernière enquête sur la sexualité montre toujours que les hommes ont eu plus de partenaires que de femmes. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus infidèles. C'est vrai. Mais... Est-ce qu'ils disent plus la vérité ou pas, ou moins la vérité que les femmes ? C'est ce que l'on dit, que ça serait toujours sous-estimé et que les femmes ne considéreraient pas la même chose. C'est ça. C'est-à-dire que les hommes comptent toutes les partenaires. Tiens, j'ai fait un petit rapport rapide qui n'a absolument pas compté et ça a duré 3 minutes, mais je vais le mettre dans mon tableau de chasse, et les femmes vont plutôt parler des relations qui ont particulièrement compté. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait plus d'infidélité. Alors ça dépend, je crois on devrait parler d'autre chose. La nature des relations. J'aime pas trop utiliser les stéréotypes par rapport à ça, parce que souvent on avait dit que les femmes étaient beaucoup plus dans des relations qui impliquaient l'affectif et les hommes le seraient moins. C'est peut-être pas faux, mais moi je crois que c'est tendancieux, et c'est plutôt, si vous voulez, il y a des engagements dans les relations qui sont différents. On le voit très bien lorsque on se remet après une séparation. Là, il y a des études qui ont été faites. La majorité des hommes, dans ce que les sociologues appellent la recombinaison, les hommes ont un taux de recombinaison très rapide.
dans les quelques mois qui suivent, les hommes trouvent et tombent amoureux d'une partenaire avec lesquelles ils font l'amour. Et les femmes peuvent être dans le même cas de figure quelques années après, du moins c'est pas quelque chose qui se compte en moi, même si elles sont capables d'avoir une relation d'intimité assez rapidement. Moi je crois qu'on est devant des liens qui se tissent différemment entre hommes et femmes, et ça reste des stéréotypes qui sont au-delà de simples choses matérielles ou apprises. Très bien. Bon, c'est pas une réponse très claire, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a aussi quand les gens parlent de fidélité, ils parlent aussi de comment dirais-je, de l'homme qui a besoin de disperser partout ses spermatozoïdes, tandis que la femme, comme elle a juste et là on est dans une sexualité qui est assez caricaturale puisqu'on parle de la reproduction finalement. Donc, dans ce sens-là, oui, on dit que l'homme est plus infidèle que la femme, mais c'est dans ce sens de la biologie reproductive. Moi, je crois donné dans l'idée de Darwin et des évolutionnistes. C'est ça, voilà. Que moi personnellement, en tant qu'anthropologue, j'y crois pas, parce qu'on passe pas notre temps à regarder ce que l'on dissémine. Non. Par contre, qu'il y ait plus de propension des hommes à s'accoupler, oui. Ça se voit, il y a plein d'enquêtes qui le montrent. Sûr. Et ils vont pas rater les occasions. D'où, même je reprends le procès de Mazan, c'est vrai que ça paraît trivial, mais combien d'hommes refuseraient des circonstances même inacceptables? C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ce procès nous amène à y réfléchir. Oui, c'est pas pareil. Je ne sais pas si et je peux prendre un autre exemple qui est peut-être moins délicat. La prostitution a toujours marché pour les hommes. La prostitution pour les femmes ne marche pas. Il y a très très peu de femmes qui ont envie de payer quelqu'un pour avoir une relation sexuelle, alors que chez les hommes, ça reste quand même encore assez facile. Donc on voit bien. Enfin bon, de toute façon, moi ça est toujours. On voit bien que l'homme est plus, on va dire, sexuellement actif que. Voilà. Alors après. Maintenant, les femmes sont de plus en plus infidèles aussi aujourd'hui. Oui, de plus en plus libres. Mais à ce moment-là, ça rejoint le thème, hein, comme vous le disiez, pour conclure ça, ça rejoint le thème, puisque vous dites infidélité, c'est à ce moment-là des règles morales, suivant la période, suivant le couple, effectivement. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Bon, écoutez, on a essayé de répondre, mais c'est des sujets difficiles, parce que ça évolue, et puis je crois que ça évolue beaucoup en plus ces derniers temps. Merci en tout cas, Raimundo. Je crois qu'on va faire la petite pause et puis on va conclure avec Patrick qui sera avec nous dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et il est déjà temps de conclure, Philippe Breneau. Je crois qu'on a eu des témoignages très différents qui ont peut-être permis d'avancer sur ces questions de normes. Et je trouve que Patrick, justement, va rentrer dans le cœur du sujet. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour à votre invité. Je ne sais pas si je rentre dans le cœur du sujet, mais c'est vrai que l'être humain, je constatais, a toujours souvent besoin d'avoir une sorte de validation par la norme et par les autres le font, donc moi aussi, et donc je suis normal. C'est presque l'angoisse qu'on peut avoir la plupart du temps. Et s'agissant du sexe encore plus, puisque là il y a des pulsions, il y a du fantasme, il y a du désir, donc des choses qui sont proches mais qui ne sont pas tout à fait au même point, mais qui font que on peut être submergé et ça peut faire des doutes. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de ça, mais est-ce que je suis normal, est-ce que c'est bien normal, est-ce que avoir des doutes et donc d'être en permanence dans à la fois des choses qui nous stimulent et qui peuvent nous submerger. Et aussi se dire, se raccrocher, le seul truc à se raccrocher, c'est de dire, mais les autres font pareil. Or, je pense que s'il y a une chose qu'on ne sait pas bien, voire assez peu, c'est finalement ce qui se passe dans l'intimité de chaque couple et de chaque personne. Donc après, on peut s'en tirer des conclusions comme on veut, mais c'est à ce stade qu'il est compliqué d'avoir une
une bonne rassurance définitive sur le sujet. Oui, mais c'est ce que est censé faire une enquête sur la sexualité. Quand une enquête sur la sexualité sort, en règle générale, elle nous donne à peu près la norme de ce que font les gens dans leur intimité, en admettant que chacun répond sincèrement à toutes les questions qu'on lui a posées. Par exemple, dans la dernière enquête sur la sexualité, eh bien curieusement, il y a plus de femmes satisfaites de leur relation sexuelle que d'hommes. Vous voyez, Patrick ? Je crois qu'il y a 48% de femmes satisfaites, si je me souviens bien, et un peu moins d'hommes. Oui. Il y a même pas. Je crois que c'est 38. Alors, j'avoue que je connais pas cet aspect de l'enquête. Je connais. Oui, enfin. Mais effectivement, il y aurait une augmentation de la satisfaction. Après, moi, je pense qu'il y a des biais. Je suis un petit peu critique de ce genre de critères de satisfaction. Moi, je pense que, notamment lorsque ça dépend ce que l'on demande, êtes-vous un peu satisfait, moyennement satisfait, très satisfait ? Est-ce qu'on peut être moyennement satisfait de sa sexualité ? Oui, enfin, moi je prenais cet exemple oui, je sais bien. Pour parler de la norme, pour répondre à Patrick. Il y a évidemment beaucoup d'autres réponses dans cette enquête. Mais pour revenir aux questions qui vous sont régulièrement posées ou des échanges que vous pouvez avoir dans vos émissions depuis de nombreuses années, on sent bien que c'est à chaque fois une sorte de validation. Est-ce que je suis normal ? Est-ce que je peux faire l'amour une fois par semaine, 3 fois par semaine, tous les jours ? Il y a souvent le corollaire. Oui, mais c'est pour ça que je dis, vous mettez les pieds dans le plat, Patrick, parce que finalement, ce qui devrait être la question de chacun, c'est est-ce que ça me va ? Est-ce que je suis satisfait ? C'est pas est-ce que je suis normal, mais en effet, il y a cette nécessité de se rassurer sur le fait que je suis normal. Oui, alors. Le terme de normalité, c'est vrai que nous le voyons en tant que médecin ou sexo, nous le voyons à l'adolescence, ce que je disais tout à l'heure, garçon ou fille se pose la question parce que le corps se transforme, j'apprends un certain nombre de choses, suis-je normal ? Ça, ok. Et puis après, dans la vie, on se pose la question lorsque on a des, entre guillemets, performances qui varient. Tiens, on fait moins l'amour. Tiens, je bande pas pareil. J'ai moins de désir. Et c'est vrai que les plaintes que nous entendons, médecins, psychologues, sexologues, ce sont des plaintes par rapport à la normalité. Donc je dirais la normalité, elle va peut-être être de l'ordre de la souffrance, parce que je vis mal de me croire différent des autres. Mais le reste du temps, effectivement, c'est par rapport, en général, à la partenaire ou au partenaire. Mais vous croyez pas, Philippe Breneau, que aussi on a envie, enfin beaucoup de gens, je parle pas de moi là, mais on a envie de savoir, par exemple, combien de temps il faut faire que le rapport dure. Donc c'est pour ça qu'on pose la question. Oui, on veut se rassurer. Vous voyez, comme si tout seul, on n'était pas apte à savoir ce qui nous convient, ce qu'on a envie de faire, et donc on se pose la question. Je crois que c'est un des critères d'ailleurs qui sont les plus faux dans les. Ce sont les critères où on connaît un petit peu la réponse. Par exemple, la durée du rapport sexuel, tout le monde en a entendu parler. Ce que l'on ne sait pas, c'est que la plupart du temps, il est en moyenne de 3 à 4 minutes, en moyenne, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ayant une éjaculation rapide à une minute, et puis quelques-uns un petit peu plus. Et c'est vrai que sur le modèle, par exemple, des pornos qui durent très longtemps, on n'est pas très normaux. Voilà. Donc, oui, il faut se rassurer. Moi, je crois que je prends une autre norme, Patrick. Par exemple, la norme, c'est qu'en général, les couples utilisent 2, voire 3 positions sexuelles, pas plus. Ouais, c'est vrai, pas beaucoup. Oui. Vous voyez ? Donc, il y a des tas de. Quand on regarde les enquêtes sur la sexualité, il y a plein de réponses sur la norme. Mais ça, c'est intéressant quand on est dans la sexologie. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je ne sais pas très bien à quoi ça lui sert. Disons que je pense que dans la vie de tous les jours, on a la même pression sur d'autres sujets, mais qu'on a plus la faculté, justement, assez intuitivement,
justement s'évaluer. Est-ce que je suis habillé dans la norme du moment? Ça, je vais le voir facilement. Dans un groupe, voir si mes habits correspondent bien à l'attendu du moment, ou est-ce que je suis resté bloqué aux années 70 ou 60, d'un seul coup, il va y avoir un décalage. Donc, j'aurai immédiatement cette image, et intuitivement, on va dire. Alors que, même si vous pouvez apporter des chiffres, ça reste des chiffres que vous donnez. Alors, bien sûr, ils sont scientifiques et ils ont une certaine valeur, mais ils sont pas scientifiques, peut-être pas. Hein. Soyons pas. Pas forcément. Il y a une statistique, il y a une façon d'établir le questionnaire, d'échantillonner les gens qu'on interroge. Il y a une procédure. Oui, il y a une procédure très. Voilà. Même en partant du postulat que les chiffres seraient absolument le reflet très précis de la réalité, de lire le chiffre n'apporterait pas la même rassurance de je suis bien dans la norme. Non, et puis ces chiffres de normes, pour terminer là-dessus, ça dépend des questions qui sont posées, et on ne sait pas toujours la question posée. Par exemple, vous m'entendez souvent parler de la masturbation. Je suis heureux que dans la dernière enquête, 76% des femmes ont pratiqué la masturbation, mais la question posée que personne ne sait, c'est: avez-vous pratiqué la masturbation une fois dans votre vie? J'en suis très heureux. Par contre, avoir une pratique très régulière, c'est effectivement extrêmement différent. C'est comme ça. Ne cherchons pas à trouver des normes, sinon dans les critères d'entente, de satisfaction, de consentement du partenaire. Moi, je crois que c'est ça la chose importante. L'avantage, en plus de votre façon de biais de voir la réalité, c'est que là, c'est tangible. Le partenaire est en face de nous, avec nous, et nous-mêmes, on peut très bien évaluer ce qu'on ressent. Et donc, c'est peut-être que déjà en partant de là, du concret et de la réalité, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu au-dessus qui serait une sorte d'absolution. Mais non, ce que vous faites, c'est bien sûr, mais je crois que ce qui se passe beaucoup à notre époque, Patrick, c'est que comme il y a énormément de films, de téléfilms, de documentaires aussi qui parlent de sexualité, ça va influencer beaucoup la sexualité des Français. Et d'ailleurs, la pornographie, quand elle a commencé, ça a permis à des femmes de faire des fellations alors qu'elles n'osaient pas. Ça a démocratisé aussi la sodomie. Le libertinage, c'est des animateurs connus qui en ont beaucoup parlé dans les années 85-90. Et c'est ça qui a aussi fait développer le libertinage, ou en tout cas a permis à des gens d'oser y aller. Enfin, vous voyez, donc on est influencé. Je crois, Philippe Bruno, c'est vous qui dites que la sexualité, elle est très cognitive. Mais c'est tout à fait en fonction de l'évolution des images de la société. On en entend parler. Si on était dans une société restrictive, que ce soit en Iran, puisqu'on entend beaucoup de contraintes, par exemple, effectivement, vous ne pouvez pas avoir la même représentation ni la même réalisation de l'intimité. Donc tout ça est très complexe, et en effet, moi c'était un petit peu je crois que je l'ai dit dans mon intro d'ailleurs, je crois que chacun pourrait quand même se questionner un tout petit peu plus sur sa sexualité. Qu'est-ce qui finalement lui permet de s'épanouir vraiment? Qu'est-ce qui lui pourrait le faire fantasmer? Enfin, moi je suis toujours surprise, vous voyez, Patrick, quand on fait une émission sur les fantasmes, j'ai très peu de gens qui témoignent et qui me parlent de fantasmes. Il est compliqué de le formaliser, je pense. Justement, c'est bien des images, c'est bien des pulsions que l'on a, mais d'un seul coup, ne serait-ce que de le verbaliser à haute voix, je pense que c'est assez inconfortable. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a moins... Il n'y a pas la même facilité pour les femmes et pour les hommes à parler de fantasmes. Il y a eu des études qui ont montré que les hommes avaient très peu, par rapport aux femmes, très peu de... J'allais dire fantasme vrai. Le fantasme étant quelque chose qui est loin de la réalité souvent. La plupart des hommes ont des désirs, ou du moins des fantasmes qui ressemblent à quelque chose qui peut être immédiatement réalisé. Oui, on peut faire l'amour dans l'ascenseur. Par contre, cette femme va avoir
un rêve qui a à voir avec quelque chose d'assez irréel, mais qui suscite l'excitation parce que justement, on est loin de la réalité et je vais me laisser emporter par le prince charmant. C'est-à-dire que nous sommes non pas dans des stéréotypes, nous sommes dans des réalités différentes et c'est peut-être pour ça qu'on parle pas souvent de fantasmes. C'est quelque chose, il y a très peu de travaux sur les fantasmes. Freud n'en a quasiment jamais parlé au niveau des fantasmes sexuels, il a parlé des fantasmes d'origine. Et il y a un grand auteur anglais qui a travaillé sur les fantasmes sexuels, mais moi je vois très rarement des publications sur les fantasmes, et les gens n'en parlent pas spontanément. Non, c'est quand je fais une émission sur les fantasmes, on va surtout parler de libertinage, mais bon, voilà. Ça reste quelque chose. À propos de libertinage, tiens, simplement, je me permets de rappeler, oui, bien sûr, allez-y, et aux absolument, qui sont là, puisqu'on est en fin d'émission, que vous avez une très belle enquête sur le site de l'émission, sur le libertinage féminin. Vous y répondez, vous avez pour 5 minutes, et vraiment, ça aidera ce travail universitaire à comprendre les attentes, les ressentis des femmes libertines. Oui. Parce qu'il y a une vraie démarche féminine et il y a un ressenti féminin qui est très personnel et qui est très... Et c'est très très nouveau, hein. C'est très intéressant. Donc le libertinage féminin, soyez gentils en tant que femme, allez répondre c'est pour les femmes, hein, seulement. C'est les femmes cisgenres, bon, mais dans le fond, tout le monde peut y rentrer. Voilà. Patrick peut répondre aussi ou pas? Je crois que... Écoutez, vous essayez, vous rentrez dans le questionnaire. Donc, vous allez sur le site de Sud Radio ou sur les réseaux sociaux. Ma partie féminine, alors. Eh ben, c'est gentil. Et donc, vous avez un lien pour aller répondre à ce questionnaire sur le libertinage féminin. Et puis, bien sûr, Philippe viendra dans quelques temps nous donner les résultats de cette étude, hein, parce que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup au niveau des femmes dans le libertinage. Ah, tout à fait. Et moi, j'ai été même surpris à la fois des questions auxquelles je ne m'attendais pas, qui sont faites par une médecin gynécologue qui connaît bien cette question avec beaucoup de ses patientes, et de voir de quelle façon les femmes se sentent libres de parler du libertinage, qu'elles en aient très peu fait, qu'elles le désirent, qu'elle soit avec des freins pour le recommencer, par exemple, que ça soit seul, que ça soit en couple. Il y a beaucoup de modalités. Et ça, c'est quand même très très nouveau, parce qu'on sait très bien que le libertinage, c'est vraiment aller chercher du sexe pour du sexe. Oui. Et oui. Pour beaucoup de femmes, c'était quelque chose d'assez compliqué, alors que souvent, ça se libère. Elle suivait un homme qui désirait avoir... Et je trouve que ça, c'est vraiment un signe qui prouve que la femme se libère. Que la sexualité a changé, parce que moi, je disais même que c'est très intéressant cette étude, parce que moi, je disais même que le libertinage, on parlait d'échangisme à l'époque, dans les années 90. On parlait de partouze même. Mais l'échangisme, c'était en fait un truc masculin. Avec cette femme, je peux en obtenir une autre. C'est-à-dire qu'en fait, une sorte de monnaie d'échange qui n'était pas acceptable. Là, c'est totalement différent. On se rend compte que les femmes, le libertinage féminin fait que ces femmes, elles désirent, seules ou en couple, avoir une activité libre de sexualité, si c'est leur désir. Absolument. Bon, eh ben, écoutez, merci Patrick. Et c'est vrai que les enquêtes sur la sexualité, est-ce qu'elles sont vraiment importantes pour l'individu? Je suis pas certaine. En tout cas, ce qui est sûr, quand une enquête sur la sexualité sort, tous les médias s'en emparent et ça fait la une pendant toute la semaine. Alors, ce qui est très intéressant quand même, Brigitte, c'est de regarder. Nous, on a 4 enquêtes en France tous les 20 ans. Ça permet de comprendre l'évolution. Oui, et c'est pour des spécialistes. Je sais ce que je dis sur le plan de la sexologie, c'est intéressant. Sinon, enfin bref. Eh bien, je crois qu'on est en fin d'émission. J'espère qu'on a bien avancé grâce à vous. Merci beaucoup, Philippe Breneau. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres. Le dernier, c'est Éloge de la masturbation et c'était sorti aux éditions de La Musardine. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Et puis demain, on sera avec Flore Chéri. Et justement, on va parler des mots du sexe. Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous fait fantasmer? Qu'est-ce que vous aimez dire et qu'est-ce que vous n'aimez pas entendre aussi? Parfait. À demain. Sud Radio, votre avis fait la différence.